1 an que mes yeux se sont ouverts sur le monde. Petit déjà, je voyageais dans les rêves de mes parents. Depuis, je réalise les miens accompagné d'une passion qui me rend vivant et libre de tout. La course en montagne. La Terre et ses sommets regorgent d'histoires. Nous aimerions continuer chacune d'entre elles, mais la vie nous pousse sans cesse à faire des choix. Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Trail, le podcast. Eh oui, salut à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode numéro 03 du Let's Ride podcast consacré exclusivement à la pratique et à la communauté du trail running. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien, que vos préparations se passent bien, votre repos, votre remise de blessures, que tout se passe comme vous le souhaitez. Alors voilà un petit peu des nouvelles de ma part. J'ai réussi à terminer ce fameux Search Trail de 50 km, le Search Trail 50 km 4000 de dénivelé. Ça n'a pas été sans mal, ça a été avec des énormes trous, des moments d'euphorie, une énorme délivrance à la fin. J'étais peut-être pas assez préparé sur du long. Voilà, j'ai eu l'appui et l'assistance de mon ami Thomas, je fais un gros big up à lui, merci. Et ça a été un super moment en famille, entre amis. J'ai vu des super choses. Je vous conseille vraiment d'aller visiter ce trail, d'aller le courir. Alors le 50 km n'est pas donné à tout le monde puisque les barrières horaires sont très courtes. Et donc c'était un 50 km qui est quand même très exigeant. Et pour vous donner une ordre d'idée, nous étions 400 au départ, un peu moins de 300 à l'arrivée. Donc il y a eu un énorme écrémage d'un quart, donc de 25% des coureurs sur la course, notamment dû aux barrières horaires qui sont, comme je vous le disais, très courtes. Sinon tout va bien, bien remis, ça fait une semaine que c'est terminé. Voilà, le corps s'est bien remis et je suis vraiment heureux de cette expérience. Alors aujourd'hui j'ai un invité un peu spécial. Un invité que beaucoup de trailers connaissent au travers les présentations d'émissions qu'il a effectuées, au travers la personnalité que c'est au sein de cette communauté trail. Alors il est né en 84, il est le fils d'un trailer et d'origine haut-savoyarde. Il est acteur de formation, théâtre, il a fait du théâtre, de la télévision, du cinéma. Et notamment donc, ce qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'il a présenté des émissions consacrées au trail running sur la chaîne Trek, donc j'imagine que beaucoup d'entre vous la connaissent, au travers d'émissions comme Emotion Trail, Objective Trail, Run, et notamment en termes de réalisateur, il a réalisé le documentaire Dans la foulée des Maoris. Aujourd'hui, il se lance dans un nouveau projet qui s'intitule Basket au pied, dont le lancement a eu lieu le 29 août, donc entre parenthèses, c'est la date de mon anniversaire. Et c'est un projet qui s'appuie sur la création d'un univers entièrement dédié aux coureurs passionnés par les découvertes et le partage de la pratique basket au pied. Voilà, donc je ne vais pas vous faire attendre plus que ça, je vais vous laisser découvrir mon entretien avec Antoine Bonnefille Roilet. Salut Antoine. Salut Nicolas, pardon. Je te remercie de nous rejoindre dans ce podcast. Alors, tout d'abord, pour commencer, je voudrais simplement évoquer le fait que tu as été le premier à répondre à mes demandes. Donc pour ça, tu as été vraiment le premier à répondre et je pense que c'est un peu grâce à toi que j'ai pu lancer ce projet et je me suis rendu compte que c'était possible. Donc je te remercie énormément pour tes retours et pour ta disponibilité. Bah écoute, ça me paraît tout à fait normal. Enfin, j'ai été aussi dans une position un jour de construction et je le suis encore parfois et j'apprécie fortement quand les gens portent de l'intérêt à la construction d'un projet. Donc j'ai jamais renié personne au sujet des interviews et autres et je pense que c'est indispensable de
de partager autrement et dans un autre sens vis-à-vis des autres. Voilà. Ouais, c'est cool. Donc vraiment, un énorme merci à toi et je te remercierai Merci. jamais assez pour ça. Alors, dans un premier temps, je voulais un peu évoquer l'UTMB 2019. Alors, je sais que Ouais. j'attaque un peu dans le dur dès le début, mais je voulais un peu que tu me Non. fasses un peu un retour de ton expérience et de ta semaine sur place. Et retour d'expérience, c'est chouette. Je pense que si tu m'avais posé la question 2 jours après, je n'avais pas encore trop la réponse. J'ai pas interagi rapidement sur les réseaux sociaux parce que je savais pas trop, je comprenais pas vraiment. On a eu une année plutôt chouette pour certains. C'est des années chargées, mais nous on a déménagé, on a quitté Paris, on est revenu sur Annecy, on a eu un enfant. Donc il y a eu pas mal de petites choses de ce côté-là, mais c'est que du bonheur. Même si effectivement ça génère un peu de fatigue, c'est toujours des choses positives. Donc il n'y avait pas de soucis de ce côté-là. Le fait de revenir aussi sur les bords du lac d'Annecy, ça m'a permis de me reconnecter à la nature qui m'a eu grandir. Donc ça, c'était plutôt cool. Et puis, j'ai quand même enchaîné pas mal d'entraînements. Alors moi, mon entraînement, il est très compliqué parce que j'ai jamais suivi un plan. Je suis vraiment au feeling, en fonction de mes envies. Parfois, je vais pas courir pendant 5 jours parce que j'en ai pas envie. Et puis parfois, je pars 8 heures en montagne parce que c'est mon délire. Et donc, je sais pas, j'avais pas de curseur précis, si ce n'est que le jour de la course, je suis arrivé à Cham en étant entier, en ayant les jambes, en étant reposé, enfin, tout allait bien. Après, ce qu'il faut prendre en considération, c'est l'aspect professionnel. Le trail, c'est une grande partie de ma vie quand même depuis plusieurs années. Ça me fait vivre. Et puis, il y a forcément des enjeux vis-à-vis des marques, vis-à-vis de, voilà, quoi qu'on veuille en dire. De toute façon, même si je ne suis pas un athlète, ma position aujourd'hui un petit peu pseudo-journalistique, elle est engageante. Donc, quand je viens à Chamonix pour un UTMB, je suis sur la ligne de départ, j'ai forcément essuyé pas mal de choses dans les jours précédents, entre des interviews, entre des missions à droite à gauche pour des marques et autres. Donc, ça génère un stress, voilà, un petit peu comme un athlète. On joue à chaque fois sur ce sommet mondial, on joue pas mal de cartouches. Donc voilà, après, même si j'ai une autre partie de ma vie en tant que comédien, c'est quand même le trail qui aujourd'hui et depuis plusieurs années a pris le pas sur un rythme de travail. Donc voilà, donc le vendredi à 18h, je me présente en étant plutôt au demeurant très bien, et puis le départ est donné. Il y a toujours un peu cette ferveur. On a presque une année de préparation dans les pattes. C'est le moment d'y aller, le moment d'en découdre un petit peu. Et puis je sais pas, arrivé aux Ouches, je trouvais que c'était déjà un peu compliqué. Je trouvais que je n'avais pas vraiment de sensation. Au niveau cardiaque, j'étais un peu haut. Je buvais pas mal. Je me suis dit merde, qu'est-ce qui se passe? Et puis en fait, au moment où tu te dis merde, qu'est-ce qui se passe, c'est le début d'un long questionnement, et ce long questionnement, il laisse entrer pas mal de paramètres négatifs, et au niveau mental, ça devient compliqué parce que tu rentres dans une sphère qui est descendante. Et tu essaies d'analyser le moindre signaux, tu te dis merde, pourquoi j'ai ci, pourquoi j'ai ça, j'ai mal, je suis pas bien, et ci et ça, bref. Toujours est-il qu'en arrivant à Saint-Gervais, je n'avais pas vraiment à manger, donc j'ai pris un petit morceau de banane, je suis ressorti du ravito en étant vraiment pas en forme, et puis je me suis mis à vulgairement dégueuler hors du chemin entre les Contamines et Saint-Gervais, pour ensuite rallier péniblement les Contamines, où là j'ai pris un petit peu de temps, mais bon, je me suis retrouvé tout de suite à 30 ou 35 minutes de la barrière horaire, donc là je me dis mais merde, putain, c'est quoi ce délire? Pourquoi je suis à 30 minutes de la barrière? C'est pas normal. Et donc là, la descente aux enfers continue. Ce n'est qu'un enchaînement de points négatifs qui te tirent vers le bas. Et puis, je suis reparti des Contamines à, je sais plus, 5 ou 10 minutes de la barrière, avec un moral quand même bien entamé. Et puis, un physique, qui est pas là, quoi, qui est pas au rendez-vous, alors que au demeurant, tout devait fonctionner.
Et puis voilà, et puis dans la Croix du Bonhomme, ça a été relativement bien, mais j'avais pas de plaisir, pas de sensation. L'ambiance est assez particulière sur un UTMB. On est sur des courses avec des nationalités très différentes, donc il n'y a pas énormément de gens qui communiquent, qui se parlent. Donc c'est beaucoup de bruit de bâton, on est dans la nuit, il fait froid, tout le monde sait que ça va être compliqué, personne ne veut trop perdre d'énergie à discuter, donc ça c'est aussi des moments assez compliqués. Et puis voilà, donc ça a contribué aussi au fait que je sois pas forcément bien avec moi-même à ce moment-là, et encore moins connecté à cette nature que je connais parfaitement. Le parcours de l'UTMB, je le pratique depuis plusieurs années, en dehors de la course. Je le connais super bien, je l'adore, il est magnifique, et je ne retrouve pas du tout les sensations que j'ai quand je suis en reco ou avec des potes à cavaler hors contexte de compétition. D'accord. Donc voilà, et puis la descente vers les Chapieux, je trébuche, je tombe, je me dis bah merde, je tombe, je me fais pas mal, hein, mais bon, tu te dis là, attends, je suis à 50 bornes, 45 bornes, c'est pas normal d'en être là à ce moment-là. Donc je suis arrivé au Chapieux, et puis je suis tout de suite allé voir un médecin pour discuter un peu. Je pense que ça faisait du bien de discuter, c'était important. Et puis de remettre un petit peu en balance ce pourquoi je suis là. Et puis j'ai préféré rendre mon dossard en me disant voilà, j'ai aucun plaisir, ça sert à rien, ça fait 10 heures où je cours, ça fait 10 heures que c'est un calvaire, ça fait 10 heures que je suis pas en phase avec mon sport, je suis pas en phase avec ma nature, donc non. Donc j'ai rendu ce dossard-là, et sans vraiment trop de déception. Je me suis pas dit bah merde et tout, c'est quand même con. Par contre, j'ai eu besoin d'analyser, de rentrer chez moi, de voir mes potes, de discuter, de se faire un peu charrier, ça va avec, et j'ai vraiment pas eu de mal à avaler la pilule. Et tout de suite, je me suis dit, mais voilà, analysons pourquoi ça s'est pas bien passé. En tant qu'amateur, c'est aussi intéressant de refaire sa course. Bon, on n'a pas du tout les mêmes paramètres que l'élite, mais quand tu pars pour 40, 45 heures, tu pars pas pour 20 heures non plus. Alors les rythmes ne sont pas les mêmes, mais le mental a un gros poste sur ce genre de course à notre niveau. Et quand le mental est pas forcément là, et tu sais que ça sert à rien de pousser, mais derrière c'est intéressant de trouver les raisons. Et puis je crois que ça fait plusieurs années que j'adore le trail, c'est ma passion, et je crois que ça fait aussi plusieurs années que j'aime la longue distance, mais que j'ai de plus en plus de mal avec le dossard, qui me procure, je pense, et indirectement vis-à-vis de mon statut professionnel, une espèce de tension, une pression, en fait, qui fait que ça devient de plus en plus compliqué, et que je perds au fil des années cette envie de courir en nature, comme je le fais depuis de nombreuses années, et ce depuis gamin, parce que depuis qu'on est gamin, ici en Haute-Savoie, on gambade dans les champs, on gambade dans les montagnes, et voilà, et c'est qu'il y a quelques années qu'on a décidé de mettre un mot sur une pratique qui s'appelle aujourd'hui le trail, et tout ce qui va autour, et voilà, Chamonix c'est une grande messe, c'est chouette, mais hormis le départ et l'arrivée, c'est très compliqué en fait de se dire qu'on est là dans un contexte de compétition, alors que ce décor il est juste hors norme et sublime, quoi, à vivre pour soi. Donc une expérience compliquée, plus sur si j'ai bien compris, plus sur le plan moral et psychologique que physique, quoi. Après, même si ça a été dur physiquement, mais moralement c'est ce qui a été le plus compliqué. Et qu'est-ce que tu peux en retirer de cette expérience là aujourd'hui, après, avec le recul, parce que ça fait quoi, ça fait presque un mois? Ouais, ça fait un mois. Bah écoute, depuis un mois, j'ai pas eu trop envie de courir. J'ai un tout petit peu gambadé pour me rassurer au niveau physique, et c'est assez rigolo parce que 3 jours après l'UTMB, j'étais en montagne avec des potes, donc sans aucun mal, sans aucune douleur, donc c'est aussi une preuve que physiquement tout allait bien. Et je me rends compte aussi avec le temps que j'ai envie de courir pour moi avec mes potes. Et je me rends compte aussi que j'ai envie de ralentir un peu le rythme. Et encore dimanche dernier, on était en montagne en famille avec ma femme et mon petit bébé. Et je me dis, mais c'est quand même génialissime de prendre le temps de s'arrêter, d'avoir un rythme cardiaque qui est tout à fait
plus ou moins normale, une alimentation, une nutrition qui n'est rien de complexe. J'arrive en haut et je mange un croque-monsieur salement et je me pose pas du tout de questions sur la suite. T'as Et en envie, fait, entre guillemets, tout passe bien. t'as envie de retourner à quelque chose de plus naturel par rapport à ton sport. Les fondamentaux, ouais. Les fondamentaux. Mais les fondamentaux de la vie. Mm. Et les fondamentaux de la vie m'amènent aux fondamentaux du sport, me ramènent aux fondamentaux du sport. Je me souviens de plusieurs courses, notamment du Trail de Bourbon en 2015, je crois, ou 2016, où j'étais parti avec Stéphane Brognard qui faisait la diagonale. Et je me souviens d'être la veille à la maison avec Steph et de lui dire non, mais attends, mais moi, je vais descendre au Carrefour et je vais me claquer des Kinder Bueno et des Kinder Kung Fu, parce que je crois que c'est mort, la course, je peux pas manger leur barre de merde, etc. Et voilà, et Steph m'avait accompagné et m'avait vu ressortir du Carrefour, m'avait dit mais c'est n'importe quoi. Et j'avais fait le Trail de Bourbon en mangeant que des saloperies, parce que j'avais juste envie que ça me fasse du bien au mental et au moral. Je partais pour une aventure de 100 bornes dans les chemins de la Réunion qui était réputé pour être vraiment un gros juge de paix dans ta carrière de trailer. C'est où tu passes, où tu casses, et si tu casses, c'est qu'il y a une raison. Et j'avais fait ma course, j'avais fait une super course, j'avais adoré, j'avais pris beaucoup de plaisir, j'avais pas eu de coup dur. Et en fait, c'est ça, je me dis, peut-être qu'aujourd'hui, on est dans une sphère où on rapproche le coureur, on éloigne peut-être un peu le coureur vraiment amateur peinard, et on rapproche le coureur un peu pseudo-élite vers une arête, vers une lame de rasoir, dans laquelle on a de moins en moins de choses. Les critères de nutrition sont de plus en plus pointus, précis. Et puis malheureusement, je pense qu'il y a des vérités des vérités de scientifiques ou des vérités de coureurs élites qui se vérifient sur certains profils et qui ne se vérifient pas sur d'autres. Et aujourd'hui, je pense que l'élite inspire trop les fabricants, alors que finalement, je pense que les amateurs devraient inspirer les fabricants. D'accord. Que ce soit les fabricants en hydratation, en nutrition, même en matériel. Parce qu'aujourd'hui, il y a que 2 ou 3% d'élites dans le monde, contre 97% de gens amateurs. Et j'ai envie de dire que l'élite, notamment chez Salomon, court avec des chaussures, des prototypes qui leur appartiennent à eux et que personne ne verra jamais dans le commerce. En revanche, derrière la chaussure, elle a un profil qui est pas forcément celui d'un coureur amateur. Après, c'est très large. Il y a beaucoup de coureurs avec un très bon niveau, donc il en faut pour tout le monde. Mais ce qu'il faut prendre en considération aujourd'hui, c'est qu'il y a un effet de masse, et que dans cet effet de masse, on représente les gens du peloton et les gens qui sont au milieu, voire derrière. Et ces gens-là, on doit leur porter un intérêt considérable dans la confection du matériel, parce que c'est eux qui représentent le chiffre d'affaires, quoi. Voilà. C'est les élites qui font vendre, puisque c'est les élites qui renvoient à l'image du sport. Voilà. Mais les consommateurs, ce sont nous, entre guillemets, les gens du milieu de peloton, quoi. C'est clair. J'aurais voulu que tu nous parles, si possible, des principales courses que tu as réalisées le long de ta, entre guillemets, carrière sportive de trailer. Voilà. Est-ce que tu peux me parler un peu des faits marquants? L'effet marquant, alors c'est très rigolo, mais ma carrière, donc j'ai fait beaucoup de randonnées quand on était gamin, etc. Et ma carrière de trailer, elle a commencé à l'époque, j'arrivais à Paris, je courais parce que j'avais besoin de courir, c'était un peu un exutoire, donc comme tous les Parisiens, j'avais plaisir à aller au bois de Boulogne et à borner pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et un jour, mon cousin me dit, mais arrête de courir à Paris, c'est n'importe quoi, viens courir en nature. Et donc je suis allé faire le trail de la montagne de Reims dans le 51, dans la Marne. C'était un trail de 12 bornes et c'était bon, je me disais 12 bornes easy, hein, normalement pas de problème, 12 bornes dans le bois de Boulogne, ça passe crème, pas de souci, y a pas de raison que ça passe pas là-bas. Et donc je me suis présenté au départ du trail de la montagne de Reims, j'ai passé la ligne d'arrivée en me disant mais plus jamais je fais un trail, c'est horrible.
J'avais cavalé comme un con dans les montées sans réfléchir, j'avais cavalé comme un con dans les descentes sans réfléchir, et sauf que la toute dernière partie de course c'est du plat, et moi qui suis quand même assez costaud, le roulant c'est vraiment pas mon dada, et donc je m'étais dit non mais là c'est pas possible, je peux pas refaire de course. Et puis après ça finalement bon an mal an on s'est engrainé, à l'époque Steph Brognard initiait quand même pas mal de petites choses autour de chez lui, et puis il dit ah bah ce serait cool de venir à l'Infernal Trail, un de ces quatre. Je lui dis bah écoute pas de problème, qu'est-ce qu'il y a comme format? Bah il y a un 30 bornes, bon bah allons-y alors. Inscrivons-nous à l'Infernal Trail sur le 30 km. Alors là ça avait été une course épique parce que pareil 30 km j'avais strictement jamais fait. Donc je me souviens d'une très belle course, mais alors des 10 derniers kilomètres où j'en avais chié mais comme jamais. J'avais juste envie de rester au milieu du chemin et qu'on me laisse tranquille sous la pluie. C'était une cata. Et puis au final, j'ai commencé à découvrir un petit peu les sensations. Et suite à ça, Tu t'es mis à marcher dans les montées ou pas? Ouais, carrément. Bah, j'ai marché d'entrée dans les montées, hein. Je te le dis direct. Hein. T'as fait la connerie une fois, mais pas deux, quoi. Ah bah sur 12 bornes, ça va. Sur 30, tu dis oula, 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 oula. Puis dans les Vosges, c'est très comme ça. C'est en dents de scie tout le temps. Donc voilà, et puis derrière ça, je me suis mis un challenge et je me suis dit allez, un petit challenge, j'aimerais bien essayer d'aller un peu plus loin, et à l'époque avec Emotion, on avait la chance de côtoyer un petit peu tous les coureurs un peu élites, notamment de longue distance, et je pense que ces gens-là m'ont énormément inspiré, incité à aller découvrir un petit peu leur univers. Et donc ça aurait été compliqué pour moi d'être un bon animateur et d'être un bon intervieweur si je comprends pas aussi une partie de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils font. Donc je me suis inscrit à l'OCC. À l'époque, on n'avait pas besoin de tirage au sort, etc. Ou de points, il y avait des points à l'époque? Ouais. Non, l'OCC, on n'avait pas besoin de points à l'OCC. Donc ça, c'était plutôt cool. Et puis je suis arrivé à Chamonix, et pour moi, j'étais génialissime parce qu'on allait vivre entre guillemets un tout petit mini UTMB. Parce que pour moi, c'était déjà un grand UTMB. C'était en quelle année, ça? C'était 2015, je crois. 2015? Ouais. Et donc, c'était génial. C'était la découverte pour la première fois de passer entre 6 et 8 heures voire 9 heures dans les chemins, quoi. Je sais plus d'ailleurs combien de temps j'ai mis, et ça a été une très belle course avec énormément d'émotions. Je me souviens avoir passé la Flégère, et au moment où tu bascules sur Chamonix, t'as déjà un petit peu l'ambiance, le micro, etc. Et je me souviens avoir eu vachement d'émotions à ce moment-là, et me dire mais si tu dois pleurer de ça, il faut que tu pleures dans la descente, quoi. Il faut que tu ne peux pas pleurer à Chamonix. Et à l'époque, je courais déjà en tant que coureur solidaire pour le Rire Médecin, donc ça avait aussi énormément de profondeur pour moi, parce que c'était une course à plusieurs. On avait soulevé des fonds, et ces gamins indirectement, je les portais sur mon dossard, et je savais que à la fois dans la réalisation de mon projet, je réalisais aussi le projet à la fois d'une association qui œuvre pour des gamins, et puis le projet de gamins qui sont là pour s'en sortir, et donc voilà. Ça a été le point apparemment, d'après ce que j'ai vu, entendu dans un de tes reportages, ça a été un peu le point de départ de ton aventure et de ton amour pour cette pratique, quoi, l'OCC. Ouais, complètement, parce que quand tu dépasses un certain seuil de fatigue, de douleur, un certain nombre d'heures, c'est là que tu commences à prendre vraiment en considération tout ce qu'un coureur d'endurance peut vivre, hein. Et puis c'est des moments hauts, c'est des moments bas, et j'ai toujours un peu considéré que la trail en longue distance, c'était un condensé de la vie, en fait, avec des hauts et des bas, et c'est très représentatif pour moi d'un électrocardiogramme avec des hauts, des bas, et d'un profil de course avec des montées, des descentes, et tout ça, en fait, il y a un lien qui est assez fort, et c'est pourquoi j'aime la longue distance. C'est parce que c'est long, parce que c'est difficile, parce que c'est beau et que c'est dur et que ça fait mal.
et qui a une alchimie qui est ultra complexe et qui permet à la fois de se sortir de soi, mais aussi d'apprendre à se connaître plus que parfaitement. Donc voilà, c'est au quotidien être coureur de longue distance. Je pense que c'est une énorme qualité parce que dans le travail, ça t'apporte des choses, dans ta vie perso, ça t'apporte des choses. Et voilà, je le ferai pas toute ma vie en revanche, mais dans la construction d'un homme ou d'une femme à part entière, je pense que ça apporte énormément. Je suis absolument d'accord. Enfin, pour parler un peu de mon cas, c'est vrai que bon, j'ai pas jamais fait d'ultra. Bon, le plus long que j'ai fait, c'est les Templiers, donc bon, c'est quand même pas mal. C'est pas mal, Très mais bien. je pense que fait des Templiers. je pense que c'est un sport qui déplace notre curseur de tolérance, notre curseur de tolérance à la douleur, à la souffrance, comment dire, on tolère plus de choses, enfin moi ce que je ressens c'est qu'on est plus fort et qu'on est plus à même de résoudre des problèmes. Alors c'est vrai que c'est un peu un cliché de dire ça, mais ce sport nous change profondément. Moi c'est ce que je ressens. Notamment ne serait-ce que par rapport à la création de ce projet de podcast, hein. C'est un truc que j'aurais jamais fait avant. Je pense que je le dois un peu à ma pratique du trail. Voilà. Donc c'est un peu de mon point de vue. Ça initie énormément de choses autour de soi en fait. Et quand même des personnes pensent que cette pratique est relativement égoïste, centrée sur soi, je me souviens très bien à l'époque, en 2014, quand Stéphane Brognard fait 10 à l'UTMB, qu'on est avec l'équipe d'Alabama autour du Mont Blanc à faire son assistance. Moi, j'ai vécu une course hors norme. C'est tout sauf un sport individuel, quoi. Là, on a été porté par Stéphane pendant 170 bornes et on a vu des choses et des images qu'on n'oubliera jamais. Et ça, c'est un sport pour moi d'équipe. Et aujourd'hui, l'assistance, moi, je peux pas concevoir, et j'ai la chance de pouvoir avoir une assistance, et je peux pas concevoir l'ultra trail sans assistance. On me verra jamais partir sur une course à l'autre bout du monde en étant tout seul, et voilà, je préfère ne pas la faire que de la faire seul et sans personne. Donc non, et puis c'est aussi une course qui demande une discipline qui demande énormément d'engagement à l'année. Et si dans ta famille les gens n'acceptent pas que tu puisses partir longuement, t'entraîner, etc., c'est pas possible. Donc non, c'est vraiment pour moi un sport d'équipe. On est d'accord. Donc voilà. Et puis après, rapidement, l'effet marquant, tu m'avais lancé là-dessus. Il y a eu cette OCC, et puis derrière, j'ai tout de suite voulu aller un peu plus loin. Je me suis inscrit à la Maxi Race d'Annecy, que j'ai à l'époque adoré. C'était un beau parcours, une course encore assez intimiste. Quelle distance, excuse-moi ? Le 85. 85 ? Ouais. Et donc, ça s'était hyper bien passé. Et derrière, je me suis inscrit à la TDS en 2016. Et tout ça dans le contexte des émissions que tu présentes pour Trek ? Non, du tout. Non, j'ai eu une longue période jusqu'en 2017 où j'ai couru vraiment pour moi. Les courses étaient pour moi. Voilà, on a eu la curiosité avec Emotion au début, en première saison, d'aller un petit peu à droite à gauche sur les courses, type Eco-Trail de Paris, etc. On voulait simplement ratisser de manière assez large et pour tout le monde les courses qui référencées en France. Et après, non, à titre perso, j'avais vraiment besoin d'avoir mon univers et de me retrouver pour moi-même. Et après, en 2017, effectivement, on a fait cette petite série Objectif Trail avec Trek qui permettait de mettre en lumière la vie d'un amateur dans son rêve qui était celui pour moi de réaliser la Diagonale des Fous et voilà. Mais sinon j'ai toujours gardé les courses pour moi. D'accord. C'est important. Voilà. Ok. Et donc puisque tu parles de ça, est-ce que tu peux un peu nous parler de ces fameuses émissions ? Donc alors il me semble que tu as présenté sur la chaîne Trek donc quatre. Alors
je vais résumer un peu. Tu as présenté Objective Trail, Emotion Trail, une émission qui s'appelle Run, et aussi tu as été réalisateur pour un documentaire qui s'appelle Dans la foulée des Maoris. Est-ce que tu peux globalement nous parler un peu de ces différentes émissions? Ouais. Le tour d'horizon, il est assez simple. À l'époque, j'ai repris derrière Karine Lima l'émission qui s'appelait Trail Référence sur Montagne TV. Ça a été vraiment le point de départ, et c'est là que Alabama et moi nous sommes rencontrés. Donc c'était sur les bords du lac d'Annecy. On avait passé des essais ensemble, et la chaîne nous avait retenus pour reprendre cette émission. Trail Référence, c'était une institution du trail avant. C'était la toute première émission. C'était réalisé par Mousse Productions. Et puis nous on est reparti pour 3 épisodes avec la chaîne qui à l'époque allait pas super bien, donc c'était assez compliqué. On avait du mal à voir loin. Et puis à la suite de ça, j'ai quitté la chaîne, et la marque Brooks, qui était sponsor de Montagne TV à l'époque, a suivi le bateau en nous proposant de développer un magazine pour le trail. Donc je me souviens d'un coup de fil d'Ingrid Tissot me disant écoute, voilà, fais quelque chose, motive-toi, écris une émission. Et moi à l'époque c'était pas du tout mon métier, j'étais comédien, j'avais jamais présenté, j'avais jamais écrit, j'avais jamais produit, je savais pas du tout ce que c'était. Donc j'ai planché pendant un bon petit moment sur le dossier, et puis derrière j'ai appelé Alabama en leur disant écoutez, voilà, on a bossé un peu ensemble, peut-être qu'il y a moyen de faire un truc là, j'ai une proposition pour une émission. Et puis derrière, il y a eu la rencontre avec Sissi. Iron m'a appelé en me disant voilà, je sais que tu as un projet, et ben allons-y, nous on veut être partenaire. Et donc on a lancé Emotion. Une première saison, on savait pas trop quoi faire, donc on a fait un magazine avec des chapitres, on essayait d'aller un peu sur les courses, on essayait de tirer très large pour toucher un maximum de personnes. Et puis au bout d'une saison, on avait fait 5 épisodes. Ça se passait plutôt bien, mais il fallait quand même qu'on ait un format plaisant, un format qui nous donne envie. Et de ce fait-là, j'ai appelé François Daen en lui disant écoute François, on a envie d'un nouveau truc, ça serait chouette si tu pouvais nous filer un petit coup de pince. Moi j'aime beaucoup Rendez-vous en terre inconnue, j'aime beaucoup le travail de Frédéric Lopez, et voilà, j'aimerais essayer de mixer un peu tout ça dans une émission. Et puis dans Emotion, il y a le mouvement, mais il y a aussi l'émotion, il y a un jeu de mots avec ça, et j'avais besoin qu'on aille chercher un petit peu plus loin de ce côté-là. Donc on est parti avec François dans le Beaufortin pendant 2 jours, et puis on a lancé le format un peu plus intimiste d'Emotion avec les portraits, etc. Et puis derrière, donc il y a eu la saison 2, puis j'ai quitté le programme, et en étant chez Trek m'a posé la question de voilà, écoute, qu'est-ce que tu as envie de faire? Donc j'avais envie de réaliser, je voulais essayer la réalisation, parce que quand tu produis une émission ou que tu l'écris comme Emotion, c'est chouette, mais t'aimerais aussi un peu voilà, dire ce que tu penses sur l'image, sur le cadrage, sur voilà, j'avais envie de découvrir ce truc-là, donc je suis parti pendant un mois. T'avais cette propension à vouloir aller chercher de ce côté-là au niveau de la réalisation, quoi. C'était un truc qui t'a toujours attiré? Oui et non, c'était simplement une curiosité, une découverte. Trek me proposait d'accéder à ça. Et j'ai eu la curiosité. En fait, moi je suis un autodidacte, hein, j'ai fait aucune étude, j'ai pas été au lycée, j'ai pas de bac. J'ai rien de tout ça, et j'ai toujours avancé tout seul en fonction de mes envies, de mes rêves. Et donc toute cette aventure que je vis depuis plusieurs années en tant que comédien et autour du trail, ce sont que des curiosités que j'ai souhaité assouvir à un moment. Et j'ai appris entièrement sur le terrain. J'ai jamais fait d'école de journalisme, de rien du tout. J'ai toujours été très inspiré du travail des autres, et j'ai toujours avancé sans jamais vouloir copier personne, et en essayant d'aller loin pour découvrir un maximum de choses. Et la réalisation, j'avais aucune prétention à réaliser, et on est parti dans la foulée des Maoris en Nouvelle-Zélande avec J.C. Pierry, qui est pour moi aujourd'hui un filmmaker hyper talentueux, et on s'est retrouvé face
on était à deux pour tourner un 52 minutes télé à l'autre bout du monde. On n'avait pas de connexion avec la chaîne parce que nous, à l'époque, on vivait la nuit, vivait le jour. Enfin, c'était assez compliqué. On était en décalage de 12 heures, donc c'était complexe. Et pendant un mois, on était en autonomie tous les deux à bricoler ça et à revenir avec beaucoup de rush, avec beaucoup de choses. Mais finalement, on est revenu avec un matériel qui n'était pas forcément celui qu'on attendait au départ dans les écrits. Donc c'était une super expérience. Moi, j'ai adoré. Derrière, on a passé 1 mois et demi en montage chez AB. J'ai rencontré un super monteur. Et puis derrière, il a fallu créer l'univers autour de ce qu'on avait vécu et de raconter un petit peu, faire une croisée éditoriale avec mon vécu, avec mon expérience. Donc c'était hyper chouette. Voilà, c'est un film qui est ce qu'il est, mais je le considère encore une fois comme une marche de plus, avec ses défauts, avec ses qualités. Et il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup fait avancer, fait comprendre beaucoup de choses. Et puis derrière, voilà, j'avais ce souhait de réaliser la diagonale. Et puis Trek m'a dit, ça serait super si on faisait une émission sur le suivi de ta saison. À l'époque, c'était rigolo parce que moi, j'ai toujours mes petits kilos de trop, j'habitais à Paris, enfin, tout était fait pour que ça ne fonctionne pas. Donc, il y avait un pari de départ qui était assez costaud. Et puis, moi, la diagonale, bon, je connaissais très bien quand même la Réunion. J'avais réussi le Bourbon 3 ans avant. Donc, voilà, le Bourbon, c'est quand même une course assez solide. La diagonale, c'est encore un peu plus long, mais c'est aussi beaucoup plus lent. Donc, j'avais misé dans ma préparation que ça serait long et que ça serait lent et que de là, il fallait surtout pas que je parte bien en tête avec du travail de vitesse et autres. Et puis bon, on a fait une saison, donc Objective Trail avec des moments difficiles comme l'Ultra Race d'Annecy sur 110 bornes. Je pense que ça a été la pire course de ma vie. J'étais pas du tout préparé. Je venais de finir mon film en Nouvelle-Zélande. On était rentré déjà hyper décalé. On avait enchaîné tout de suite avec le montage. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de choses, des choses qu'on n'a pas trop laissé transparaître dans l'émission parce qu'il y a aussi un storytelling dont on se doit un petit peu de respecter. Et puis voilà. Et puis après, il y a eu la 6000D, c'était une course que je comptais faire un jour parce que c'est assez emblématique. C'est une des plus vieilles courses de France et puis l'ambiance à la Plagne est quand même relativement chouette pendant cet événement. Et puis après, il y a eu la Diag. Et là, on l'a partagé, pareil, entre potes, en famille, avec Peretti, avec tous les copains. Et ça a été un super souvenir. C'était la consécration pour moi d'un chemin de pèlerin dans le milieu du trail. Voilà, le diagonal, c'était, oui, l'UTMB me fait rêver, mais la diagonale, c'est autre chose, en fait. C'est l'intensité, c'est la vérité. C'est une course de la vérité. Et des fondamentaux y sont, et tout ce que j'aime en fait réside sur cette île et dans cette course, l'ambiance, la nourriture, le fait que ce soit toujours la fête, la difficulté, parce que là c'est un terrain qui est jamais le même, et donc ça nous amène à ça m'a amené à penser qu'effectivement le trail pouvait aussi se vivre un peu en mode très grosse randonnée. C'est beaucoup plus sympa. Voilà. Et donc ces courses dont tu viens de parler là, c'était donc on les a tous vues plus ou moins dans le milieu du trail. Je pense que ceux qui se mettent au trail ou qui sont dans le trail et qui essaient de se renseigner sur des vidéos, etc. ont toujours plus ou moins à un moment donné tombé sur tes reportages et notamment Objective Trail et ces fameuses courses. Désolé. Non, mais au contraire, non, justement ça, c'est un peu à l'image de ce qu'on disait il y a pas très longtemps avec Zinzin que j'ai eu en interview. Vous êtes entre guillemets la caution vérité, la caution humanité et la caution milieu de peloton de notre sport, quoi. Vous avez des moyens de diffusion vous avez des moyens de diffusion, vous êtes connus, donc c'est pas à travers vous qu'on arrive à avoir des reportages, mais vous mentez pas. Que ce soit toi ou lui. Non, tu peux pas mentir en plus. Je pense que c'est compliqué. La diagonale, je le dis toujours, c'est une course que j'ai adorée, dans laquelle j'ai pas trop souffert et je peux pas mentir. Une équipe qui nous a suivis tout le long, donc
Donc voilà. Euh, j'aime penser qu'on est des gens de milieu de peloton parce qu'on a une certaine vérité. Les élites en ont une autre, Mhm. mais effectivement, ce qu'on raconte, c'est assez juste. On vit avec les autres, on vit avec tout le monde. Moi, j'adore me retrouver sur une course et partager avec un mec qui me dit, ah, j'ai vu ton film, ou j'ai vu ci, ou j'ai vu ça, et je me dis, mais c'est génial en fait, parce que Eh cette oui. personne-là, elle a l'audace de m'en parler, alors que je peux très bien, si je suis un gros con, l'envoyer chier en disant, écoute, je suis là pour faire une course, j'ai pas envie de parler de mon travail en soi, mais non, C'est je trouve clair. ça c'est horrible de faire ça. Mhm. Et Zinzin, bah, c'est un exemple parmi tant d'autres. Moi, j'adore Vincent Godin. Vincent, c'est un super mec, il est avec sa GoPro. Effectivement, les techniques de tournage sont parfois un peu fastidieuses. C'est compliqué à la GoPro avec une petite caméra. Il y a une immersion. C'est parfois un peu moins propre à l'image qu'un super documentaire sur Arte ou France 5, c'est sûr. On n'est pas dans l'échappée belle, mais justement, au travers de ça, il y a une super vérité. Et la plus belle des vérités, c'est de comprendre que pour nous, on n'est pas riche. Et c'est pas parce qu'on travaille à la télé ou sur des médias importants qu'on est riche. En fait, on est riche de nos expériences, Mhm. on est riche de ce qu'on vit et on le vit dans la vérité. Donc On est ça nous tous, rend on est tous plus mis légitime. sur le même pied d'égalité, quoi. Ouais, Là-dessus. exactement. Mhm. Donc C'est voilà, et clair. les seuls avantages, on va dire, qu'on a par rapport au commun des mortels dans ces courses, c'est que finalement, oui, on a des marques qui nous filent des petits coups de main à droite à Mhm. gauche, mais encore une fois, ça nous fait pas vivre, ça nous fait pas bouffer, et il faut bien prendre en considération que tout ce qu'on met en place au travers de ces émissions, c'est avant tout beaucoup de passion. Ouais. Voilà. On est d'accord. J'aimerais parler donc là du projet que tu as lancé récemment, qui Mhm. s'appelle Basket au pied. Ouais. D'ailleurs, petit aparté, tu as sorti ce projet le jour de mon anniversaire, donc je sais pas si c'est un signe ou non. C'était pour la petite Mais blague, c'est mais un signe, c'est un c'est un signe. signe. Alors je voudrais un peu que tu nous en parles. Est-ce que tu peux nous évoquer un peu ce projet? Ouais. Ouais, rapidement, en gros, moi, j'ai toujours beaucoup aimé la solidarité depuis gamin. Je pense que c'est une histoire de famille, une histoire d'éducation. Je me souviens à Noël, quelques semaines avant Noël, bah, il y a plein de gamins qui reçoivent les catalogues de jouets. Et nous, on recevait le catalogue d'Amnesty International. Et ma mère disait toujours, on était forcé par ma mère de choisir un truc dans le catalogue d'Amnesty International. Donc ça pouvait être un stylo, un porte-carte, une boussole, un truc. Voilà, c'était un peu le nature et découverte de l'époque. Ils vendaient tout un tas de babioles au profit des actions d'Amnesty International. Et je sais que ça a commencé par là. Et ma mère a jamais été, comment dire, a jamais été Crésus, jamais roulé sur l'or, mais c'était une partie importante de son année où il y avait un petit ton de solidarité. Et j'ai toujours un petit peu accroché là-dessus. Je m'en souviens en tout cas. Tu as toujours baigné dans cette Ouais, c'est des aspect souvenirs. Et puis associatif, quoi. associatif, ouais, c'est des petits souvenirs que j'avais. Et Mm. puis je pense que c'est vraiment une affaire de famille. Ma sœur travaille chez Médecins sans frontières. Elle a fait énormément d'années sur le terrain, notamment en Afrique, du côté de la Syrie, du côté de l'Irak. Donc voilà, dans des positions parfois délicates. Et c'est un investissement. La solidarité, c'est quelque chose qui vient du cœur quand même. Sinon, je pense que c'est une vocation. Et puis, quand j'ai commencé à courir, j'ai tout de suite compris qu'on pouvait être coureur solidaire. Donc, il y avait l'horaire médecin. Pour moi, ça collait bien parce que, en tant que comédien, je trouvais ça cool de savoir que des clowns, des comédiens pouvaient être payés à faire sourire les enfants dans les hôpitaux. Donc, je me suis tout de suite accroché à cette action. Et puis, je l'ai porté pendant plusieurs années, notamment au travers des dossards, notamment autour du Mont Blanc. Et puis un jour, bah, un petit peu de la même manière que j'ai envie de voir vivre mes projets. Et je me suis dit, j'ai envie d'initier quelque chose de ce côté-là. C'est super, on fait des vidéos, on a plein de rushs d'images aériennes et autres, et tout ça c'est cool, mais moi j'ai envie que ça serve aussi à autre chose. Mhm. Et donc j'ai initié au travers du projet de basket au pied
et ben cette action de récupérer toutes les images aériennes, de les remettre en VR et de les amener dans les hôpitaux pour les enfants malades. En VR, c'est en réalité virtuelle avec C'est la réalité, avec le voilà, masque, avec le quoi. masque, ouais, en réalité virtuelle. Et donc à l'époque, je lance Basket au pied, je l'avais en tête depuis un petit moment, et quand j'ai arrêté de bosser chez Trek, Seb Logier, donc qui fait le spot sur l'émission Trek avec Mathilde Bolsex, me dit bah écoute, vas-y, lance Basket au pied, je sais pas, écris des petits documentaires sur le web, ça peut être cool. Et voilà, faut savoir que le monde de la télé, c'est un monde qui est forcément pas évident, et que derrière, j'avais moi aussi envie de récupérer un tout petit peu de liberté, notamment éditorialement parlant. Et voilà, je me suis lancé avec pas un sou en poche. On est parti avec les partenaires qui me suivent depuis plusieurs années maintenant, Brooks, Ceinture et d'autres pour pas les citer, mais j'ai fait le tour et je leur ai dit voilà, j'ai envie de lancer un petit truc un peu plus à moi, et ils m'ont dit ok, bah vas-y, pas de problème. Et en écrivant le premier documentaire, je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir bien raconter, enfin, est-ce que je vais pouvoir raconter, je sais pas, encore une énième histoire sur le trail, ouais bon allez, c'est un peu nul, passons à autre chose. Surtout que maintenant il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup d'émissions, il y a beaucoup de voilà, et j'avais pas envie d'être redondant, j'ai envie que chacun ait sa place, et j'avais pas envie de refaire un Emotion, j'avais pas envie de refaire un Objectif Trail, j'avais pas envie de refaire tout ça, ça m'intéressait pas tellement. Par contre, ce que j'aime plus que tout, c'est les gens, et je voulais m'éloigner un petit peu de l'élite parce que je les ai mis en lumière pendant plusieurs années, et je me dis bah ouais, mais en fait finalement moi je suis un mec du peloton, et dans le peloton il y a des récits incroyables, et il y a des mecs autrement différents et autrement intéressants. Donc voilà. Et je me suis dit ben ok, vamos, prenons l'équipe, partons avec des drones, on va tourner des images, et puis on verra. Je pense qu'on va tenter un truc avec l'horaire médecin, et on va aller à l'hôpital et on va leur apporter un petit peu de nos sentiers, un petit peu de notre nature, un petit peu de ce qu'on a la chance de voir depuis plusieurs années maintenant. Et puis ça a été une révélation en fait. Ça a été très dur parce que c'est pas évident d'aller à l'hôpital et de se confronter à des images violentes, parce que ces gamins-là, ils constituent quand même notre avenir, et que de les voir là ici dans une position compliquée, ça fait mal au cœur. Et puis en même temps, ça motive à fond. Moi, je suis persuadé que qu'on doit y mettre énormément d'énergie pour faire en sorte qu'ils soient les plus beaux ambassadeurs du monde de demain, quoi. C'est hyper important. En 2018, le rendez-vous est pris de nouveau. Cette fois, je ne souhaite pas uniquement courir. Je veux aller plus loin, découvrir l'envers pour mieux comprendre le décor. Nous sommes au mois de mai, Olive et Gustave, tous deux clowns horaires médecins, acceptent de m'embarquer dans le service de pédiatrie de l'hôpital Armand-Trousseau à Paris. Une immersion qui me met face à des images violentes, sans concession. Ceux qui forment notre avenir sont là. Ils se battent sans répit et tentent d'avancer chaque jour vers la sortie. Une course effrénée contre la maladie et dont la ligne d'arrivée leur est inconnue. Parents, soignants et clowns forment une famille soudée. Chacun a sa mission, et celle des clowns résonne depuis les chambres jusqu'au fond des couloirs. Et donc on y allait avec nos masques, avec nos images, et on a commencé un petit peu à les voir réagir. Et puis ça a été sans appel, ça a été super, ça a été génial. Ils ont tous répondu présent, et ils ont tous adoré. Et puis finalement, à la suite de ça, et à la suite du premier épisode qui est sorti, où on partait de rien, et 50 000 vues plus tard, on s'est dit ok, faut qu'on aille plus loin, il faut créer une association, il faut créer une structure solidaire, et il faut qu'à présent toutes les images et de tous les projets qu'on tournera, il faut qu'elles servent à des fins solidaires, et donc voilà, donc on a lancé Basket au pied sur ce ton-là. Et donc dans ce projet, tu retrouves clairement tout ce que tu aimes, quoi. Tout, c'est-à-dire c'est-à-dire la nature, le trail, l'aspect associatif et caritatif, l'aspect voilà, tout est là, j'imagine. Tout est là, et puis encore une fois, on le fait sans prétention. Moi, j'ai une équipe qui fait des super images,
et on s'amuse bien. Et après, on n'a pas le profil parfait. On fait pas les documentaires les plus chouettes. On raconte pas les meilleures histoires, mais en tout cas, on raconte les histoires de gens que j'aime moi profondément. Et voilà, l'épisode 2, on est parti dans les Pyrénées. On était sûr que on ferait pas autant d'audience que sur un UTMB, ou qu'on ferait pas autant d'audience que si on parlait de tel coureur élite ou autre. Et je suis parti voir un pote à moi qui est organisateur d'une course, qui tous les ans a entre 150 et 200 dossards sur un lieu mythique qui est le Pic du Midi. Et voilà, et j'avais juste envie d'aller voir mes potes du Béarn, et puis d'aller gambader sur ce Pic du Midi avec eux et de raconter une histoire qui était celle de notre rencontre. Et puis au final, voilà, c'est un épisode qui fait, je sais pas, 20 ou 30 000 vues, et je me dis, bah ouais, on a la prétention de rien, mais au moins, on essaie de fédérer autour d'une vérité qui est celle des petites courses aussi, qui peinent à survivre. Mhm. Et puis l'épisode 3, et ben c'est une rencontre à part entière avec un pote à moi, victime d'un accident de vie. Et puis j'ai toujours considéré que ce mec avait un récit plutôt très chouette, et j'avais envie un jour de lui rendre hommage. Donc je l'ai fait, épisode 3 en Grèce, sous les oliviers, on allait gambader là-bas. Mhm. Et puis derrière, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu aussi l'arrivée de mon enfant, le déménagement, etc. On n'a pas eu trop d'occasion de réfléchir à la suite. Je me suis beaucoup arrêté sur l'aspect solidaire. On a créé l'association et aujourd'hui on essaie de la développer au maximum. Donc ça prend un temps fou. Mhm. Et puis faire des documentaires, oui, j'adore ça. Moi, c'est aussi ma passion. Par contre, ça a un coût énorme au niveau financier, et ça prend énormément de temps. Donc il y a d'autres projets là qui sont ça y est en écriture, et qui sont en prévision pour 2020, mais voilà, c'est toujours assez long, assez lent. Le fait d'avoir pris un peu de retard sur les documentaires, entre-temps, je me suis dit, il va falloir proposer aussi d'autres choses. Donc on a lancé la petite chaîne de podcast, où là, du coup, je retournais un petit peu vers l'élite d'une autre manière, dans des portraits assez intimistes et assez de but en blanc, voilà, avec une certaine vérité au niveau du son, où on s'est dit, voilà, on va faire ça vraiment un peu à l'arrache, mais au moins ça sera plein de vérité. Et puis voilà, donc on propose pas mal de petites choses. On essaie juste de faire en sorte que notre communauté puisse nous suivre et puisse découvrir régulièrement tout ce qui nous passe par la tête, mais en tout cas en étant des choses bonnes pour l'esprit. Voilà. Toujours est-il qu'on sent dans ce projet-là qu'il y a quand même beaucoup de liberté de ton côté, quoi. Il y a- Ouais, il y a carrément de la liberté. Après, on a quand même des partenaires et Bien on sûr. peut pas non plus faire ce qu'on veut. C'est mais ça y est, ouais, j'ai repris une liberté Mhm. qui me permet aujourd'hui d'être beaucoup plus dans la vérité. Voilà. Quand on travaille pour une chaîne de télé, on travaille aussi avec beaucoup de contraintes. Parce qu'on peut pas raconter ce qu'on veut, et c'est normal, parce qu'on peut pas montrer ce qu'on veut, et c'est normal, et voilà. Et puis je pense que le web, c'était aussi un passage un peu indispensable. Il fallait prendre le pli tout doucement. Et puis c'est aussi une manière de contrer un phénomène qui nous a aussi nous beaucoup fait souffrir. Je pense c'est le phénomène Instagram, le phénomène Facebook, le phénomène de l'influence. Mhm. Aujourd'hui, vis-à-vis des marques, il faut s'en sortir, hein, même les athlètes, hein, ça devient très compliqué pour eux. Aujourd'hui, un athlète qui gagne le Tour du Mont Blanc, il est entre guillemets bankable, mais s'il réitère pas, il peut vite plonger dans une sphère, et tandis qu'en face, il y a d'autres phénomènes qui sont eux plus populaires, le phénomène d'influence. Et aujourd'hui, être un influenceur, c'est parfois, je vais être très vulgaire, mais pas toujours le cas, c'est parfois raconter de la merde au travers de son téléphone, et finalement de générer des millions de vues parce que ça fait rire les gens, et puis parce que je pense qu'on est dans une ère qui est en demande de ça. Mais voilà, et donc on perd un petit peu une certaine forme de vérité d'un côté, et la perte de cette forme de vérité, nous on a essayé de la contrer tout doucement, et on le prouve aujourd'hui sur les résultats de nos réseaux sociaux. On n'a pas beaucoup de gens qui nous suivent, mais on a un engagement qui est quand même présent, qui est quand même hyper costaud, et tous les jours c'est un combat.
auprès des marques, de dire voilà, nous on n'a pas la prétention d'avoir 200 000 personnes derrière nous, mais en tout cas le peu de gens qu'on a sont des gens qui sont hyper investis et on a la preuve en chiffres de tout ça et on souhaite que vous continuiez à nous suivre et à nous accompagner dans nos aventures parce que le monde de demain on a besoin. On a besoin de revenir à des fondamentaux et à une vérité. Et voilà, l'environnement, c'est aussi une cause hyper importante sur laquelle on travaille de plus en plus. Et c'est pas au travers d'Instagram qu'on va réussir à changer la planète, bien au contraire. Ouais, d'accord. Et combien de personnes travaillent actuellement sur le projet avec toi, là, sur Basket au pied? Alors, c'est hyper chouette parce que du coup, ma compagne travaille de plus en plus autour du projet. Elle a des compétences professionnelle autour de la communication du marketing. Donc à partir de septembre, elle rentre dans notre petite équipe. Et puis après, il y a l'accompagnement de Phileas Images. Donc là, c'est la boîte de prod qui gère toute la production d'images de basket au pied. Et donc là, ça compte à peu près 5 personnes chez Phileas, qui ne bossent pas bien sûr à plein temps là-dessus, mais qui travaillent sur tous les documentaires. Et puis par la suite, nous, ce qu'on a en tête, c'est d'agrandir l'équipe avec un accueil de personnes ayant des compétences multiples et pouvant faire du bien à cette action qui doit devenir plus grande. Donc nos documentaires, ça c'est un petit peu une vitrine, mais il y a une chose qui est certaine et là où on a envie de se professionnaliser en priorité, c'est auprès des gosses. Et voilà, c'est une belle aventure. C'est une belle aventure et qui est pas prétentieuse pour un sou, du moins le regard que j'en ai. C'est une aventure qui semble vraie et qui vient du cœur de mon point de vue. Après, j'ai vu les épisodes que vous avez sortis. Effectivement, on sent cette sincérité, quoi, entre guillemets. Donc ça c'est top. Par contre, alors, et quelle vision tu as par rapport à ce projet à moyen terme, on va dire? Alors, comment tu le vois? Donc là, très rapidement, on est en train de structurer donc l'association BAP Foundation. C'est vraiment depuis janvier 2011 une structure à loi 1901 à but non lucratif. Faut savoir que depuis un an, j'ai fait le pari et j'ai pris le parti surtout de pousser les portes des chambres d'hôpitaux et d'aller voir les gamins. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons d'aborder un projet. On peut l'aborder tout d'abord de manière très administrative, de manière très financière, ça c'est sûr. Moi, j'ai mis tout ça de côté. Je suis parti avec 3 sous en poche qui sont les miens et j'ai poussé les portes des hôpitaux. Et depuis un an, faut savoir que Basket au pied a une ligne comptable à 0. Et c'est simplement pour moi une envie régulière d'aller rendre visite aux gosses avec nos images. Et voilà, c'est structuré un petit peu comme une maison avec des fondations. Moi, j'ai vraiment envie de structurer des fondations solides au travers de l'humain d'abord, et après au travers de l'aspect administratif et financier. Donc, il a fallu qu'on passe par la structure administrative rapidement parce que intervenir dans les hôpitaux auprès d'enfants atteints de maladies graves, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Il faut qu'on soit protégé, il faut qu'on soit assuré, il faut qu'on soit structuré, ça c'est sûr. Et puis derrière, la seconde volonté qu'on a là, c'est de professionnaliser nos interventions. Donc nous, notre idée, elle est de lancer un crowdfunding d'ici quelques mois pour sauver quelques fonds, pour pouvoir subvenir aux frais qu'on a de déplacement dans les hôpitaux, les frais de matériel, de mise à jour, de nettoyage. Voilà. Sous quel délai le crowdfunding à peu près? Tu penses le lancer? D'ici la fin de l'année, je pense novembre-décembre, on va commencer à créer ce crowdfunding. Et pareil, moi j'avais besoin créer un crowdfunding aujourd'hui, soulever des fonds auprès des particuliers, des entreprises. C'est bien de le faire quand on a déjà un petit passif. Et voilà, et là on a un an de recul dans lequel on a fait quand même beaucoup de visites, on a vu énormément de gamins, on sait exactement où on met les pieds. On a commencé un petit peu à communiquer au travers de la presse, on a eu des demandes, on a eu notamment une demande de plateau télé assez intéressante qu'on a juste décalée parce qu'on voulait vraiment être légitime. Aujourd'hui, débarquer sur un plateau de télé face à des gens et face à une audience, faut avoir les reins solides et voilà, et on les avait pas au tout début. Et on n'a jamais eu la prétention de rien, si ce n'est de faire les choses dans le bon sens. Donc voilà, donc il y a cette levée de fonds qui va être lancée. Nous, ce qu'on souhaite, c'est en priorité travailler sur la région Rhône-Alpes,
parce que Rhône-Alpes, c'est à la fois là où on vit et à la fois là où on travaille. Donc c'est aussi une forme d'hommage un petit peu à notre travail. Et donc là, on est sur le référencement d'hôpitaux. On a Trousseau, qui est notre hôpital pilote depuis le début, qui est numéro 1 de la pédiatrie en France, qui nous a ouvert ses portes en priorité et qui nous aide constamment à développer notre action. Donc ça, c'est super. Là, on vient de signer, et c'est officiel depuis hier, avec l'hôpital de Sion, dans le Valais. Donc on signe des conventions de mécénat, en fait, des conventions d'intervention régulière, et qui nous permettent en fait de pouvoir intervenir au minimum une fois par mois auprès des enfants. Donc ça, c'est plutôt relativement chouette. Et la finalité, fin 2020, on aimerait avoir à peu près 7 hôpitaux référencés dans lesquels on intervient très régulièrement. On aimerait aussi développer là, on a eu premier contact avec quelques athlètes pour avoir, alors c'est très large, hein, mais des athlètes de sports très différents qui se porteraient au rang de parrain ou marraine pour amener de l'image régulièrement. Je sais pas, des mecs qui font du kayak un peu extrême, des mecs qui font du ski extrême, des mecs qui font du base jump, voilà. Et d'avoir un petit cheptel comme ça de parrain marraine qui peuvent aussi nous fournir de l'image un peu immersive embarquée. Et puis derrière, la finalité du projet, ça serait effectivement d'avoir des hôpitaux référencés un petit peu partout en France et d'avoir une team d'ambassadeurs basket au pied, habillés de la tête aux pieds pour courir toute l'année sous nos couleurs et avec un engagement au minimum d'une fois par mois d'aller amener de l'image dans les hôpitaux pour les enfants. Et voilà, et ouais, la folie de ce projet, ça serait de couvrir la France et de se dire qu'il y aura autant d'images, autant d'ambassadeurs que de gamins atteints par la maladie. Et voilà, et ensemble, il va falloir tenter de combattre. On avance avec la médecine, on n'avance pas à côté d'eux ou derrière eux, on avance en même temps. Et on l'a vu encore là, il y a 8-10 jours à Paris, à Trousseau, où j'interviens dans des bulles où les enfants sont en aplasie. Et on a une petite qui a beaucoup de mal à assimiler un des traitements qui passe par justement la sonde du nez. Et au final, les médecins arrivent pour lui prodiguer ce traitement, et en fait, on se rend compte que le médicament est passé par la sonde pendant que la gamine était en immersion avec le masque, et qu'elle s'est rendue compte de rien, et qu'il n'y a pas eu de vomissement, il n'y a rien eu, et les médecins ont dit mais c'est génial. Et nous, on s'est dit mais super. Et moi, quand je sors de l'hôpital, il ne doit pas y avoir plus beau cadeau que ça, quoi. Bah, je me dis super, on a encore gravi une marche, et voilà. Donc on a la prétention de rien. Encore une fois, la réalité virtuelle, c'est pas nous qui l'avons inventé. En revanche, le concept, il est unique en France et ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas en France, il est unique parce qu'on amène de la vidéo de nature. On leur fait découvrir une réalité et on leur permet une évasion qui pour le moment est virtuelle, et un jour, on espère aussi, peut-être au travers d'une association de type à chacun son Everest, faire en sorte que l'évasion réelle ait lieu et qu'ils puissent découvrir un petit peu la nature qu'ils ont découvert au travers de nos masques à nous, quoi. Super projet, Antoine. Magnifique. Voilà. C'est cool, merci. Très touchant, et j'imagine que ça doit être beaucoup d'investissement, beaucoup de au niveau sentimental aussi, ça doit être quelque chose qui doit être assez compliqué à gérer parfois, mais c'est un super projet, et je trouve que ce que vous faites, c'est juste magnifique. On n'avait pas les réponses à ça, on les a peut-être toujours pas, je sais pas, on n'avait pas la science infuse non plus, on connaissait rien à la solidarité, si ce n'est moi l'approche que j'avais de soulever des fonds en courant pour le Rire Médecin, mais finalement tu vas vers ces projets-là avec ce que tu es humainement parlant, et tu laisses tout le reste de côté. Nous, on sait que c'est très compliqué aujourd'hui de communiquer sur Facebook. Les gens sur Facebook et Instagram nous suivaient à l'origine pour la course à pied. On a tout de suite amené plus ou moins un axe un peu solidaire en parlant de temps en temps, et aujourd'hui cet axe solidaire, il prend de plus en plus de place sur nos réseaux sociaux parce qu'il prend de plus en plus de place dans nos cœurs, et qu'on est dans la vérité. Et après, c'est sûr que d'aborder des visites à l'hôpital auprès d'enfants atteints par la maladie, c'est pas simple. Faut savoir que dans tout notre processus depuis 1 an, il y a des enfants qui sont sortis de l'hôpital guéris, il y en a d'autres qui sont malheureusement sortis par la petite porte, et c'est très triste, mais il y a plus de gamins qui sortent guéris que de gamins
qui ne sortent pas malheureusement. Donc ça c'est une force. Et puis à chaque fois qu'on va à l'hôpital, moi j'arrive le matin, j'ai une petite boule au ventre parce que j'ai toujours un petit stress. Et je ressors le soir en étant reboosté. Et en fait, c'est un échange parce que ces gamins-là, quand on regarde le sourire qu'ils ont, quand on regarde la détermination qu'ils ont, aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'adultes qui sont dotés d'autant d'énergie positive. Et puis ces gamins-là, encore une fois, ils représentent vraiment le monde de demain. Et nous, on est juste fiers de se dire que le temps d'une journée, on oublie tous nos petits problèmes, tous nos petites merdes quotidiennes parce qu'on est là dans la vérité, quoi. Hein. On est là, on peut pas faillir. On est ici pour leur proposer un truc et c'est un peu comme si le médecin qui détraite arrive un jour en disant aujourd'hui je suis pas au top, t'inquiète, on va pas pouvoir avancer dans ton processus de guérison parce que je suis pas au top. Bah non, nous on s'engage à un truc, on y va et point barre quoi. Et puis on réfléchira plus tard. Et par contre c'est vrai qu'au niveau psychologique, parfois ça remue un petit peu, mais ça te permet aussi de savoir quitter, ça te permet aussi de savoir qu'on est des hommes, hein, on n'est pas des machines. Et puis il y a des moments plus complexes qu'on partage notamment en famille, et puis on en discute, on pleure un bon coup, puis on se dit que tout ça finalement c'est que du positif, voilà. Ça fait du bien aussi des fois. C'est vraiment super. Pour en revenir un peu à ta vie professionnelle, personnelle, etc., j'aurais voulu savoir comment tu arrives un peu à équilibrer ta vie perso, ta vie pro, ta vie sportive. Comment tu arrives à gérer tout ça aujourd'hui, surtout j'imagine avec un enfant en bas âge, etc. Ça va pas être simple. Non, c'est pas simple. Après, cet enfant, on l'a voulu, donc on savait pertinemment qu'on avait une place pour ça. Encore une fois, c'est beaucoup d'amour, c'est un point neutre, c'est un retour à la vérité le soir chez toi quand tu rentres. Et voilà, moi j'ai un métier qui est très particulier parce que j'ai eu l'audace un jour de dire je connais personne, je sais pas, je sais rien de ce métier-là, mais je veux devenir comédien et j'ai envie d'exister au travers de certains projets d'une certaine façon. Et je suis parti à l'aventure et cette aventure, elle m'a amené à d'autres aventures, notamment celle du trail et de la télé. Et l'équilibre, il est pas toujours simple dans le sens où on reste des entrepreneurs. Moi, je suis pas intermittent du spectacle, je suis à mon compte et donc je vis comme un petit chef d'entreprise qui vit d'un contrat par-ci, d'un contrat par-là, d'une pub, d'un petit rôle dans une série, d'une présentation d'émission, etc. Donc ça, c'est jamais simple, c'est une remise en question constante, perpétuelle. C'est parfois des nuits un peu houleuses parce qu'on dort pas, parce qu'on réfléchit, parce qu'on cherche des idées, et parce qu'on a toujours peur aussi du syndrome de la feuille blanche. Et ça, c'est le propre de tous les gens qui sont à l'origine de leur projet, c'est constamment d'être créatif, de créer, d'analyser le marché, de voir comment ça fonctionne et puis d'aller vers ce que veulent les gens, ce que veulent les marques, ce que veulent les producteurs, ce que veulent les télés, ce que veulent, voilà. Et c'est un siège parfois très instable mais dans lequel ça procure tout ce qu'on vit aussi, notamment autour du trail. Hein. C'est de l'adrénaline, c'est des coups durs, c'est des coups relativement chouettes. Et puis voilà, je pensais que ça serait une aventure de quelques années. Je pensais pas faire ça toute ma vie. Et puis aujourd'hui, je suis tellement remué par tout ce qu'on peut initier, tout ce qu'on peut vivre ensemble. J'ai surtout pas envie d'arrêter. Donc parfois c'est des concessions, hein. Mais c'est des concessions qui font du bien et qui nous permettent de savoir qui on est, d'où on vient et où est-ce qu'on a envie d'aller. Et je pense que le chemin, c'est un petit peu comme une course en alpinisme, hein. Ou comme une course en trail, hein. Il y a un point de départ, une arrivée, mais le plus important, c'est vraiment ce qu'on aura vécu entre ces deux points-là. Et voilà, et c'est la joie du milieu artistique, du milieu télévisuel, du milieu de la création, de la communication. C'est jamais simple et c'est des mouvements sociologiques en fait, hein, pour être constamment connecté à la société. Et c'est pas simple. C'est pour ça que parfois c'est dur parce que quand on a une vitrine comme les réseaux sociaux ou autres,
ça permet aussi aux gens, au travers de leur clavier, derrière un pseudo, d'être parfois difficile avec avec notre travail, mais il faut qu'il y ait des gens durs avec notre boulot parce que ça nous fait aussi avancer Il faut que ce et soit qu'on est constructif aussi, quoi. suffisamment, voilà, on est suffisamment ouvert d'esprit. En revanche, Internet a amené aussi son lot de haine et de Malheureusement. méchanceté, et voilà, donc on fait aussi face à ça parfois, mais moi ça me dérange pas parce qu'on n'est pas aussi exposé que certains dans d'autres sphères médiatiques ou ou de la starisation, on va dire. Tu fais Voilà. avec, tu fais avec, on va dire. Ouais, ça va. Après, Globalement, les gens sont chouettes. ouais. Et j'ai une question que je pose à toutes les personnes que je reçois dans mon podcast, c'est moi j'ai beaucoup de mal avec alors comment tu perçois le regard souvent négatif des non-initiés je reviens à l'ultra, des non-initiés sur notre pratique. Voilà. C'est quelque chose que j'ai un peu du mal à gérer, moi. On nous considère souvent comme des extraterrestres, etc. Et j'aurais voulu savoir un peu, toi, comment tu réagis par rapport à ça. Bon, moi, je réagis avec beaucoup de recul. Je rigole énormément. J'aime parfois rigoler beaucoup de la bêtise humaine. J'ai toujours dit, j'initierai autant de projets avec autant d'amour qu'il en faudra. Et le jour où on m'amène au crétinisme et on m'amène à la moquerie, c'est que il y aura eu un changement dans la bascule et qu'il y aura plus de crétins que de gens à même de pouvoir comprendre ce qu'on a à leur dire. Donc voilà. Après, les non initiés, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que c'est au niveau social, le trail, ça regroupe énormément de gens de tous bords. Tout à fait. C'est un melting pot, on va dire. Un melting pot n'est pas le mot parce qu'on n'est pas, mais ça l'est quand même un petit peu. C'est un melting pot énorme de gens, de réflexions, de classe sociale, etc. Et puis chacun y va un petit peu de son petit conseil, de son vécu, et en fait ce qui en soi est un peu normal parce qu'on est tous très différents physiologiquement. Il n'y a pas de personnes qui réagissent de la même manière à toute l'alchimie que constitue l'ultra trail. Donc quelque part, et puis en plus de ça, avec les réseaux sociaux, on donne la parole aux gens en fait. Donc les gens ont envie d'exister. Encore une fois, il y a beaucoup de gens planqués derrière des pseudos et derrière leur clavier qui se prennent pour et puis qui ne sont pas. Et voilà, et très bien. À la limite, si ces gens-là, ça peut leur faire du bien et ça peut les faire exister, et ça peut leur servir de soupape. Voilà, ouais, carrément. Mais non, j'ai pas de regard négatif en fait sur ce que représentent les gens du trail. Le regard que je vais avoir peut-être un peu plus interrogatif, c'est sur l'évolution de notre discipline qui, elle, est en plein boom. Elle est en train d'exploser avec le temps et elle constitue énormément de critères différents, c'est-à-dire les marques et leurs profits, les organisateurs et leurs profits, les coureurs et leur challenge ou leur dépassement. Et en fait, on pousse une machine à rouler de plus en plus vite, avec de plus en plus de gens dedans. Et j'espère que les prochains virages vont se négocier de manière pragmatique parce que le prochain virage, c'est celui de l'environnement, et on le voit déjà avec la Maxi Race l'année prochaine, qui a quand même pris un gros taquet cette année sur sa façon de procéder. Et puis au-delà de l'environnement, il va aussi y avoir toute une problématique autour de la consommation, de la surconsommation, du surmatériel. Et je pense qu'à un moment, on est tous dans la consommation d'un matériel qui, malheureusement, encore une fois, n'est pas forcément la meilleure des choses au niveau environnemental. Changer de sac à dos ou changer 10 fois de paire de pompes dans l'année, je suis pas certain que ce soit la meilleure des choses. Et donc voilà, il va y avoir beaucoup d'évolutions, et j'espère que la discipline va tenir la secousse et ne va pas plonger dans une sphère qu'on ne reverra plus. Alors, mon point de vue par rapport à ça, c'est un peu moi j'appelle ça un peu le syndrome du football, quoi. C'est
la pratique va changer forcément avec la popularité, c'est obligatoire. Et plus ce sera populaire et moins ce sera maîtrisé. De mon point de vue, c'est un peu pessimiste comme vision, mais et je pense qu'effectivement, il va falloir qu'on mette en place des garde-fous et des barrières pour pas aller dans l'excès vraiment ultime, quoi. Et c'est vrai que Ouais, bien ça va être sûr. compliqué. On est à un moment donné aujourd'hui où on est à la croisée des chemins par rapport à ça. Il faut se poser énormément de questions, sans pour autant dire qu'il faut plus se déplacer, il faut plus prendre l'avion. Enfin, voilà, tout ça, c'est compliqué à gérer aussi, mais il va falloir réfléchir à cet aspect-là parce qu'on est vraiment à une croisée des chemins par rapport à notre sport. Et là-dessus, je suis absolument Non, d'accord avec toi. et puis il y a une chose, et je prépare actuellement la réalisation d'un documentaire pour 2020 à ce sujet-là. Pourquoi on court en fait? Pourquoi on a décidé un jour de se tourner vers la course nature? Est-ce qu'on s'est tourné vers ça à des fins très personnelles de réalisation, de projets dans le dépassement et autres, et de ce fait-là, on s'en fout complètement de payer un dossard 300 balles et de se retrouver à 3000 autour d'un massif sur un chemin? Est-ce que c'est ça notre vision du sport et du sport nature? Ou est-ce que finalement, on n'est pas en train, à un moment, de se poser les bonnes questions et de se dire: «Les chemins, ils sont là toute l'année et toute l'année, j'ai la possibilité en famille, entre amis, Mmh. entre collègues et cetera, de vivre d'autres moments, d'autres expériences beaucoup plus proches de la nature, beaucoup plus en cohésion avec la nature». Donc voilà, je pense qu'il y a tout un tas de questionnements, mais ça, c'est une question d'éthique, c'est une question d'éducation. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, le trail et les compétitions internationales sont dans une posture assez compliquée parce qu'il y a encore une fois ce melting pot, ce mélange de cultures, et aujourd'hui, quand on est, par exemple, sur un ultra trail du Mont Blanc, l'asiatique, n'est pas, là pour la même raison que l'américain, ou que l'européen ou que l'africain, ou on est tous là dans des dynamiques différentes parce que notre culture nous a amenés dans une dynamique différente, que le regard qu'on porte sur le monde est différent, que le regard qu'on porte sur la nature est différent, que le regard qu'on porte sur l'économie et la consommation est différent, et ça, c'est une des choses, qui risque de mettre un petit peu, en péril notre discipline. Et puis après derrière, c'est, c'est compliqué parce que je pense que malheureusement, c'est un sport qui devient de plus en plus cher, et qui, risque de créer aussi un fossé social, fossé qu'on connaît déjà, en France, en dehors du sport, voilà. Et aujourd'hui, financièrement parlant, être trailer, ça impacte énormément, son style de vie, et je peux pas, moi, me plaindre sur ce sujet-là parce que ce serait hypocrite de ma part, sachant que je suis accompagné par des marques qui me permettent de pouvoir courir à moindre frais. Mais je pense aux autres, Mmh. et je me dis: «Mais merde, quoi». Moi, j'ai vu en 2017, 2016, je crois, un gamin, qui s'appelle Geoffrey, et que j'ai croisé dans la rue, qui me remerciait, pour mes émissions. J'avais été hyper touché, et en discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'il venait courir la TDS, qu'il dormait dans sa bagnole parce qu'il avait pas une thune, qu'il avait eu ses points et qu'aujourd'hui il était juste dans la consécration d'un de ses rêves. Mmh. Et ce soir-là, je lui ai proposé de nous rejoindre avec Steph Brognard et toute une clique de coureurs, parce que Brooks nous avait loué un chalet, et en fait, il s'est retrouvé à faire la semaine UTMB, à dormir dans notre chalet, à vivre un moment hyper intense avec nous. Et on l'a pas fait, on n'en a jamais parlé, on n'a jamais communiqué dessus en se disant: «Ouais, on est des mecs hyper généreux, vous avez vu, on a récupéré un mec qui dormait dans sa bagnole». Bah non, il dormait dans sa bagnole parce qu'il y a une réalité, c'est que ce mec-là, il aime sa discipline, il aime le Mmh. trail, il a pas une thune, et il a juste envie de vivre, un moment intense, et parfois il préfère faire une croix sur du confort pour pouvoir vivre ses rêves, et voilà. Et ça, c'est une des choses qui me fait penser aussi, que le trail, même s'il fait du bien à la tête parce qu'il permet de réaliser ses rêves, il peut aussi être, très déstabilisant, dans le sens où si on n'a pas les reins solides financièrement pour assumer sa saison,
on reste chez soi. Mmh. Voilà. Ouais, vaste sujet là-dessus aussi, hein, c'est clair que Ouais, ça peut être c'est très long. Puis c'est c'est compliqué de prendre parti parce qu'encore une fois, on aime bien on aime bien ne pas être trop trempé dans des, dans des questions existentielles comme ça. après c'est toujours pareil, c'est un peu des injonctions paradoxales, hein, c'est-à-dire, c'est Mm. comme pour l'écologie, hein, moi c'est un exemple que je cite souvent, on nous demande de faire de l'écologie ou d'être, le plus écologique possible et puis à côté de ça, tu as, un vol Marseille, Rennes pour 69 € quoi, je veux dire, tu vois? C'est complètement Ouais, paradoxal, voilà, donc c'est ouais, c'est compliqué, dur, hein. on est dans une période un peu, de schizophrénie complète quoi, je pense. Ouais, et puis après, parfois j'aime penser, et je le dis souvent, je suis assez égoïste. Je lisais un article hier et je partageais avec un mec sur Instagram. Je disais: «Mais qui a écrit cet article?» Et il me dit: «Ah bah tel média». Je dis: «Ah bah c'est marrant». Je lui dis: «Moi je pense tellement être égoïste parfois et tellement fermé à la crétinerie que je préfère, ne pas suivre, certains médias», et donc on rigolait de ça. Et après je pense que c'est une histoire à la fois aussi d'éducation. Enfin, moi je sais qu'en France, et ça fait un bon moment que ça m'est pas arrivé, j'ai décidé de plus prendre l'avion. Parce que je me dis: «Bah, ouais, j'ai ma belle famille dans les Pyrénées, et bah, j'y vais en bagnole, je pars, pendant 2 jours, et pendant 2 jours, je m'arrête dans un gîte, avec ma fille et ma femme, et on rencontre des gens, on redécouvre la France, et voilà. La France vue du ciel, bah, on la connaît, et on n'en a pas forcément besoin. Par contre, la France, sur les routes, faut savoir que les gens en ont besoin. T'arrêter dans un gîte ou t'arrêter dans une boulangerie, c'est aussi faire tourner l'économie, une économie qui est la nôtre, qui est l'économie de la vérité en France, avec des artisans, avec des gens qui en ont besoin. Et moi, prendre un vol, d'une compagnie type EasyJet, pour traverser la France, ça me fait royalement chier, dans le sens où je sais pertinemment que j'ai une chance sur 2 pour que ces mecs-là payent leurs impôts en France. Et en plus de ça, mon impact sur l'écologie, il est colossal. Donc voilà, c'est juste, je pense que l'écologie en politique, c'est compliqué parce que les politiques, on a de plus en plus de mal à les comprendre, à les concevoir, et à les respecter. Et derrière, pour moi, l'écologie, c'est quelque chose de très local, et ça part de l'éducation, et à nous d'éduquer nos gosses, de la manière la plus conventionnelle qui soit, mais la plus percutante au niveau de la planète, et de cette nature qui nous accueille. Et puis après, y a pas de raison, on va réussir à faire basculer la chose. Mmh. Et plus il y a de gens qui prendront le train, et peut-être qu'on arrivera à faire baisser un peu les tarifs. Il y a 1000 choses, hein, mais en tout cas, je sais Il y a une réelle qu'aujourd'hui, prise de conscience quand même, quoi. On sent il y a que une prise de conscience. mmh. 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 C'est clair. Donc voilà. Heu, j'ai vu dans pas mal de reportages que tu as publiés, tu es quelqu'un d'épicurien. Oui, énormément. Tu aimes manger, tu aimes, boire, Voilà. voilà, tu aimes Ah oui. les bonnes choses, on va dire. Est-ce que le fait d'être épicurien, ça gêne ta pratique de l'ultra trail? Non, je pense pas en soi, ou peut-être un petit peu, mais encore une fois, je suis un coureur de peloton, je suis un coureur amateur, je suis un coureur lent, je suis un coureur lourd. Donc en soi, j'ai une intensité, dans l'effort qui est moindre par rapport à un élite. J'ai jamais eu la prétention ni la volonté d'être un sportif de haut niveau, parce que je pense que je les connais trop bien pour savoir que c'est très difficile pour eux, globalement parlant, hein, dans leur vie de tous les jours, que ce soit au niveau nutritionnel, au niveau physique, au niveau social, au niveau économique. Et toutes ces choses me font penser que jamais, mais au grand jamais, j'aurais souhaité être un sportif. En revanche, je les adore, je les admire, et je les sublime, dès que je peux, dans une interview ou autre, en essayant de leur rendre hommage. Euh, mais oui, je pense que le fait d'être épicurien, ça me permet, mentalement, d'être, bien à ma place. Je pense que la bouffe me fait plaisir. La bouffe est un moteur de vie, est un moteur de recherche perpétuelle du petit goût, de l'alliance, ou de la petite bouteille, ou du petit, saucisson de telle ou telle région. Et c'est aussi un hommage à la gastronomie de mon pays, parce qu'elle est riche, et que
que j'aime la découvrir sans cesse. Et puis, encore une fois, je pense que si demain, je décide pour une raison X ou Y de prendre un plan d'entraînement, un coach nutritionnel, un coach sportif et tout ce qui s'ensuit, je suis pas persuadé que je serai heureux comme je le suis, et je suis pas persuadé que je serai encore capable d'offrir la même prestation de vérité que celle que j'essaie de m'efforcer à diffuser aujourd'hui. Donc non, j'adore beaucoup trop la vie. J'ai été beaucoup plus maigre que je ne le suis aujourd'hui. J'ai été malheureux. J'ai été beaucoup plus attentif, notamment à la viande et autres, en étant végétarien pendant 1 an et demi. Et pendant 1 an et demi, j'ai été très malheureux. Et voilà, c'est des extrêmes dans lesquels je suis allé pour comprendre que finalement, la viande, peut-être que je pouvais la manger de manière plus raisonnée, me tourner vers une agriculture locale, une agriculture réfléchie, avec un respect des animaux. Et le respect des animaux, c'est le respect de les élever, c'est aussi le respect de mettre fin à leur jour et dans des conditions honorables, plutôt que dans des abattoirs gigantesques. Et voilà, je pense qu'encore une fois, c'est des sujets de société, chacun a son point de vue. Le mien, il est de profiter un maximum des bonnes choses qu'on a autour de nous. Et voilà, j'ai une petite anecdote. En tant que comédien, je fais beaucoup de pubs et dernièrement, j'ai refusé de faire la pub d'un monstre de l'agroalimentaire et simplement pour une question d'éthique, mais aussi financière, parce que c'était pas du tout respectable pour nous et pour notre métier, mais c'était surtout aussi éthique de dire mais peut-être que ces gens-là, il faut qu'on arrête de leur porter de l'intérêt, il faut qu'on arrête de leur donner l'occasion de communiquer. Et en tout cas, ça passera pas par moi, parce que moi j'ai décidé au travers de mon potager de bouffer mes légumes, au travers des maraîchers autour de chez moi, d'acheter aussi les légumes que j'ai pas dans mon jardin, et puis de vivre avec les paysans pour manger du fromage, manger de la viande, mais des choses qui sont raisonnées, qui sont faites avec des mains. Et voilà. Et aujourd'hui, nous, on habite en Haute-Savoie, dans une région qui est très forte. Qui est très implanté au niveau du savoir-faire, au niveau de la gastronomie, au niveau de l'agriculture, et ces choses-là, il faut qu'on les fasse perdurer au maximum. Et pour les faire perdurer, commençons par acheter notre reblochon à la ferme d'à côté plutôt que de l'acheter au travers du supermarché, sachant qu'il est passé par Rungis et qu'il a fait 3 fois le tour de la France avant d'arriver dans le rayon, quoi. Voilà. Mais encore une fois, c'est très personnel et je n'ai pas de discours haineux, je n'ai que des discours issus de ma propre réflexion c'est mon point de vue, voilà. Donc ouais, non, c'est clair. Est-ce que tu peux me parler un peu des prochains défis sportifs que tu t'es fixés? Tu as des courses en prévision ou pas du tout? Alors, j'ai aucune course en prévision, dans le sens où je suis encore assez dans l'indécision. Je suis aussi dans la prise de conscience de pas mal de petites choses. Et voilà, je dis pas que je porterai pas de dossard prochainement, mais en tout cas, j'ai un rendez-vous avec un dossard, c'est à Roya au mois de novembre. C'est une course qui a fait le choix de nous aider au niveau solidaire et en reversant 1 euro par dossard. C'est une organisation que je connais depuis quelques années, sur laquelle j'interviens notamment en conférence. Et puis voilà, donc ça c'est un peu la prochaine échéance, mais c'est 27 km que je partage avec Sylvain Bazin de Wider Magazine, où on fait le petit duo un peu journalistique. Donc il y a Roya, il y a cette course-là, et puis après j'ai d'autres défis sportifs, mais plus en off, vraiment sur des massifs précis, dans des conditions précises, mais loin du dossard, loin du chrono, et plus dans de la convivialité, du partage. Et puis ça sera aussi l'occasion et le prétexte pour filmer un petit peu et monter des scénarios de documentaires sympas. Voilà. D'accord, ouais. Bon, pour en revenir un peu à ce que tu disais par rapport au off et par rapport à ton envie de courir en dehors des dossards et des courses, j'ai aussi cette propension-là, notamment avec un ami à moi, Thomas, là, on part régulièrement faire des offs. C'est vrai que ça, c'est quelque chose dont je pourrais pas me passer, quoi. C'est-à-dire que les courses c'est bien, non. etc. Mais le off, c'est quand même quelque chose
d'excellent, quoi, je trouve. Mais t'as déjà pas cet espace-temps en fait. Tu dois pas forcément rentrer dans une barrière horaire. Tu dois pas être accroché à un numéro. Tu perds pas ton identité. Tu vis l'instant présent. Tu peux t'arrêter, prendre une photo. Tu peux t'arrêter, prendre un verre. Tu peux t'arrêter, discuter avec des passants, des curieux. Tu peux contempler, sublimer, écouter, sentir. Et ça, c'est des choses qu'on perd trop souvent en course. Moi, quand on est 2500 coureurs dans la montée du col du Bonhomme, les uns derrière les autres, je te fais pas de dessin. Hein. Le bruit, c'est celui des bâtons. L'odeur, c'est celle de tu sais quoi après avoir ingurgité je ne sais combien de gel. Et il y a toutes ces choses-là en fait qui me font penser que la vérité, elle est pas forcément à cet endroit-là. Et c'est pour ça que le off est une très belle façon de revenir à l'essentiel. Voilà. Tout à fait. Est-ce que tu peux me donner le meilleur endroit dans lequel tu cours, hormis les courses? Dans quel lieu tu préfères courir? Bon, ça dépend. Moi, j'aime énormément courir derrière chez moi. On a autour du lac d'Annecy un terrain de jeu qui est quand même hors norme. C'est le théâtre de nombreuses courses. C'est aussi le théâtre d'un spectacle hors norme entre lac et montagne, avec en toile de fond régulièrement Mont Blanc. Et puis des chemins qui sont entretenus. On a cette chance-là, qui sont hyper bien balisés. Donc, j'aime énormément courir derrière chez moi, à Bluefield et dans le Lanfond. C'est vraiment un endroit où on peut me croiser régulièrement. C'est là aussi où je m'inspire beaucoup. C'est là aussi où je fais pas mal de jolies photos pour Instagram dès que je peux. Même si parfois c'est redondant, je me dis que la montagne, elle est jamais deux fois pareille. Donc voilà, j'aime beaucoup les Aravis. J'aime beaucoup les Pyrénées parce que j'y descends régulièrement. Ma belle famille étant pyrénéenne, j'apprécie énormément la Mongie, Bagnères. J'aime aussi beaucoup la vallée d'Ossau. Et puis je crois en fait avoir trouvé mon compte dans n'importe quel chemin tant qu'il m'accueille, tant qu'il me laisse gambader en liberté, c'est ça. Et puis la terre c'est infini. Le sport n'a pas de frontières et j'ai eu la chance parfois de passer des frontières sur des sommets, notamment le Grand Col Ferré, auquel on passe de l'Italie à la Suisse, ou le col de la Seigne, de la France à l'Italie, ou de la Slovénie à l'Autriche. Et ça, c'est juste génialissime, parce que c'est un doigt d'honneur, et c'est une preuve que finalement, il n'y a que l'homme qui a été capable de diriger des frontières, et de finalement rendre les gens parfois haineux, parfois racistes et parfois dans le non-respect de son voisinage. Et c'est juste terrible. Donc je pense que le sport a quelque chose de fédérateur et a quelque chose de très libertaire, et il faut le pousser dans ça, dans ces retranchements-là, parce qu'ils sont beaux. Est-ce que tu peux évoquer ton pire souvenir et ton meilleur souvenir en ultra? Ouais, mon pire souvenir, je pense vraiment à l'Ultra Race d'Annecy il y a 2 ans, en préparation de la diagonale, où là, j'étais vraiment au bout de ma vie. Je dormais tous les 500 mètres, j'ai chopé 4 tics. Enfin, c'était une cata cette course, ça a été vraiment un calvaire. C'est la première fois que je voyais ma région sous un angle aussi horrible. Je voyais tout en noir, j'avais envie de rien si ce n'était rentrer chez moi. Donc non, ça a été, ouais, je pense l'Ultra Race d'Annecy, ouais. Mais ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, je pense que j'en ai deux. Mon meilleur souvenir d'arrivée, tu fais une arrivée sur l'OCC à Chamonix, c'est chouette. T'as un public qui est là, que tu sois premier ou dernier. Il y a quand même une mouvance assez importante, et c'est un bel hommage à la cause que tu portes et à l'effort que tu viens de fournir. Et après, je pense que le plus beau souvenir de course, c'est la Réunion, c'est la diagonale, et c'est le Bourbon. Cette course, c'est pas une course en fait.
c'est un voyage de vie, c'est un partage sans limite, c'est un peuple qui s'arrête de vivre pendant une semaine juste pour te voir passer dans les sentiers. C'est émouvant, c'est éprouvant, je pense qu'il n'y a pas il y a pas deux égales. C'est la diagonale. S'il y a une course à faire, s'il y a une épreuve à faire, c'est celle-ci parce qu'elle est douce, parce qu'elle est pleine de générosité et d'amour. Et ça, malheureusement, on en manque bien trop souvent. Et je me dis, le combo parfait, c'est Ludo Collet à l'arrivée d'une diagonale. Je l'ai vécu et j'en garderai un souvenir impérissable. Voilà. Ok, je te remercie. J'ai plusieurs petites questions à te poser de manière rapide, donc il n'y a pas d'argumentation à donner. Tout d'abord, alors plat favori après l'ultra? Un burger. La boisson favorite? Le verre de vin rouge. Paris ou Haute-Savoie? Pas tous les jours. Pas tous les jours. Paris ou Haute-Savoie? Haute-Savoie. Gel ou bar? Aucun des deux. France ou étranger pour courir? Ah, la France. On a quand même un beau parcours, une belle diversité. Terre ou caillou? Caillou. Racine ou verglas? Le verglas, c'est plus rigolo. Courir de nuit ou courir de jour? Courir de jour pour voir un maximum de choses, courir de nuit pour être le plus avec soi-même. Courir l'hiver ou courir l'été? L'été. L'été. L'hiver, c'est le ski. Courir le matin ou le soir? Le matin. Ok. Bon, maintenant, je te remercie. Merci à toi, écoute. J'espère que tu as apprécié cet entretien. Moi, en tout cas, ça a été un énorme moment de partage. Ça a été vraiment... je pense qu'on a balayé pas mal de sujets. Et comme je te disais au début, je te remercierai jamais assez d'avoir répondu à mes appels. C'est un grand plaisir. Et puis de voir comment cet entretien s'est déroulé. C'est jamais évident pour moi parce que je suis souvent de l'autre côté, je suis souvent à ta place et en étant à ta place, je suis souvent beaucoup plus à l'aise. C'est jamais très simple de parler de soi et de son parcours. Donc j'espère en avoir rendu le maximum, en avoir offert le maximum et puis je te remercie beaucoup parce que tu as initié quelque chose que je ne fais pas souvent et de ce fait-là, ça m'a permis moi aussi d'expliquer un petit peu mon chemin, de mettre des mots sur des choses, sur des vécus et donc c'est de bon augure pour la suite de tes podcasts parce que tu es très bien dans cet exercice-là, donc je te pousse à continuer. C'est super sympa, Antoine, je te remercie énormément. Voilà. Et puis j'espère qu'on arrivera à se recroiser sur un des podcasts ou pourquoi pas en vrai pour échanger. Tu peux venir courir sur Annecy. Je sais que je peux venir aussi du côté d'Aix-en-Provence. Il n'y a aucun souci. Ouais, c'est aussi la force de notre sport, c'est que finalement autour d'une paire de baskets et d'un sentier, on peut partager 1000 choses. Ok, c'est cool. Je te remercie beaucoup, Antoine. De rien, merci à toi. Salut, bye. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. De mon côté, j'ai passé un agréable moment avec Antoine. Et je le remercie de m'avoir rejoint sur mon podcast. Si vous souhaitez le suivre sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez le retrouver sur Instagram à BAP Foundation, sur Facebook à Basket au Pied Foundation et sur YouTube sur Basket au Pied. De mon côté, n'hésitez pas à noter avec 5 petites étoiles sur iTunes. Ceci permettra d'augmenter la visibilité du podcast. Et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, c'est toujours agréable de savoir que la communauté est active derrière. Et vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux sur Let's Trail Podcast sur Instagram et sur Let's Trail sur Facebook. Je vous laisse à présent et j'espère vous retrouver dans un prochain épisode du Let's Trail Podcast. Et surtout n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut à tous!